Donc on voudrait évoquer avec vous le chantier de restauration de la grande gouache découpée Fleurs et fruits, qui est, je t'en prie, donc dans les collections du musée Matisse de Nice, et qui a impliqué plusieurs intervenants. Donc bien sûr le musée Matisse, Méverte et la société ERCO, ainsi que le CICRP à Marseille. Donc cette grande gouache découpée, je vais vous en faire une présentation très très brève, parce qu'après nous avons un petit film qui a été réalisé et qui montre voilà, tout le développement et les différentes phases de ces opérations. Donc c'est aujourd'hui la plus grande gouache découpée d'Henri Matisse conservée dans les collections françaises. Elle est rentrée dans la collection du musée en 1963, d'abord installée dans la villa et ensuite dans le hall d'accueil à partir de 1993. Elle est installée à l'époque, donc en 1993, dans la vitrine que vous voyez ici à droite. Et cette vitrine posait un certain nombre de problèmes. En particulier, c'est une vitrine qui n'était pas hermétique et qui laissait entrer des insectes, et aussi qui n'était pas aussi hermétique pour le climat. Donc se poser des questions de climat, des questions de poussière, des questions de non-accès au revers de l'œuvre pour la traiter, la nettoyer. Des insectes, donc les lépismes qui étaient rentrés dans la vitrine et qui commençaient à endommager donc le papier de manière très sérieuse, surtout en partie face. Et problème majeur, et même j'aurais dû commencer par là, des panneaux qui ne pouvaient pas être extraits de cette vitrine, donc les 5 panneaux de la grande gouache découpée inamovibles. Donc on a eu un financement de la société japonaise, le Yomiuri Shimbun. Donc ce financement nous a permis de lancer ce programme auquel nous avons collaboré et dont on va vous parler aujourd'hui. Oui, je peux commenter effectivement les diapos. On a donc dans un premier temps extrait les panneaux pour les traiter. Et on a décidé d'ailleurs d'engager cette restauration au sein même du musée. C'était l'été dernier. Donc les visiteurs pouvaient avoir accès visuellement à la restauration qui se faisait sur place. Ça nous a évité de transporter ces panneaux qui sont très grands, très hauts en particulier. Et nous avions donc installé un dispositif pédagogique pour expliquer ce que nous étions en train de faire. Ça a eu ça a suscité beaucoup d'intérêt, et pour les restauratrices en plus c'était pour elles également intéressant de pouvoir expliquer ce qu'elles faisaient. Et on va maintenant lancer le film.
projet de rénovation de la vitrine car on savait que son état de conservation, l'état de conservation de fleurs et fruits se détériorait. Donc des insectes pouvaient pénétrer dans cette vitrine telle qu'elle avait été conçue. On est à la phase restauration un petit peu plus poussée qui consiste à combler toutes les lacunes et les abrasions qui ont été provoquées par des insectes qu'on appelle des lépismes, qui sont assez gourmands de colle et de cellulose et qui ont altéré en majeure partie les parties inférieures des panneaux. On ne touchera à rien d'autre que les altérations qui sont celles provoquées par les insectes. On intervient uniquement sur les altérations de surface des panneaux. Avoir cet atelier éphémère au sein du musée Matisse, c'est vraiment une grande chance pour la profession et puis pour nous. Judy Garamond n'est pas du tout dérangeant, et ils nous regardent travailler et puis on a de temps en temps des interactions avec eux si certaines personnes sont un peu curieuses de notre travail. Je suis venue photographier et analyser, observer les éléments de bois découpé. Je suis chargée de mission sur le projet de restauration de la grande boîte découpée fleurs et fruits. On sait que les clous étaient dans les étapes de gestation de l'œuvre, donc d'élaboration originale. Ils clouaient les éléments de bois découpé et vraisemblablement les épingles de couturier intervenaient à un stade ultérieur au moment du montage. Voilà, au moment du montage sur toile des compositions. Nous sommes aujourd'hui donc particulièrement heureux, après toutes ces années, d'avoir abouti ce grand projet de restauration de fleurs et fruits qui est désormais installé dans une vitrine qui se situe à l'accueil du musée. Elle est réellement donc, de nouveau en majesté, avec un nouveau dispositif d'éclairage que nous sommes en train de finaliser. Donc j'ai bien conscience que nous avons accompli un grand pas qui permettra à ce chef-d'œuvre et à ce joyau des collections en France, des collections françaises, des collections niçoises, d'être transmises aux générations futures. Ça, c'est l'essentiel. J'ai en charge depuis les premiers constats d'état, ça date des années 2000. On a commencé à se poser des questions sur l'état de conservation. L'opportunité du mécénat du Régime nous a permis de réaliser ce projet. Je pense qu'il est vraiment d'un très bon niveau et je pense que cette œuvre n'a jamais été aussi bien présentée, aussi bien conservée. À l'issue du financement de Yomiuri Shimbun, nous avons pu faire le choix d'un fabricant de vitrines. Nous avons choisi l'un des meilleurs, l'un des plus spécialisés dans la fabrication de vitrines monumentales, donc la société belge Maevert, qui est située à Gand. Maevert est présent dans tous les plus grands musées du monde, avec des vitrines de très haute qualité en termes de conservation et de technicité pour la sécurité et la conservation des œuvres, mais aussi des hautes exigences en termes de design, puisque l'idée est de rendre réelles les visions les plus folles des architectes et des scénographes. On a pris la vitrine en tant qu'élément central, ou l'œuvre en tant qu'élément central. On a conçu la vitrine autour de l'œuvre. On a conçu 3 vitrines lutrins qui sont installées sur la vitrine et donc qui sont accessibles depuis la mezzanine. Et ça, c'était la relation entre la mezzanine et l'entrée. On a dû tenir compte de la taille de l'œuvre. Une petite anecdote, c'est que les joints entre
suivent les joints entre les panneaux de l'œuvre. C'est quelque chose d'assez unique, et ce qui veut dire que les plus grands verres pèsent 588 kg pièce. De l'œuvre, c'est-à-dire que les verres sont toutes hauteurs, ce qui permet de voir l'œuvre dans toute son entité, comme Matisse a créé Original. Et cette nouvelle vitrine nous permet aussi d'être beaucoup plus proche des panneaux et de pouvoir accéder à l'arrière des panneaux. Les œuvres ont été restaurées, consolidées, montées sur des panneaux, rigidifiées, et nous on pourra quand même facilement accéder au dos pour vérifier s'il n'y a pas d'insectes, si c'est pas trop compoussiéré, et surveiller l'hygrométrie aussi de l'environnement. Les panneaux sont fixés sur les rails dans des encoches métalliques montées sur les parapluies avec des cavaliers qui sont vissés sur le panneau d'un côté et glissés dans la structure. Je suis intervenu pour poser des protections arrière sur les châssis d'étoiles. Les protections arrière, ça consiste à poser des grandes plaques qui vont protéger de la poussière et surtout qui vont protéger des vibrations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé ces plaques, ça va éviter que les toiles en fait, bougent trop lors des transports et des manipulations. Il a fallu concevoir aussi des pièces sur mesure pour pouvoir accrocher ces panneaux sur leur châssis, sur les châssis qui sont à l'intérieur des vitrines. Étant donné qu'il s'agit de papier, la gouache découpée est un matériau très fragile, c'est-à-dire qu'il est très réactif selon les couleurs d'ailleurs aux rayons UV, donc à la lumière, et aussi le papier par nature, même s'il est marouflé sur toile, est d'une extrême fragilité. Donc il faut prendre soin, le plus grand soin, je dirais, de cette collection. Relevé systématique de tous les éléments qui constituent la grande gouache découpée et notamment un travail en photographie très spécialisé par le CICRP, donc le laboratoire qui se situe à Marseille, qui a fait donc une campagne de photographie UV, aussi infrarouge et un certain nombre d'examens avec un matériel très sophistiqué afin de mieux connaître la composition colorée de la gouache découpée, et cela dans le but évidemment de comprendre comment, selon les différentes couleurs, elle pourrait à terme se détériorer. Au moment où Matisse va réaliser la commande des Brody, il va avoir plusieurs idées. Et une de ces idées, c'est fleurs et fruits. Mais elle est très proche d'une autre idée, qui est la grande composition au masque. Donc pour ces deux projets, on sait que ces deux projets ont probablement été réalisés au même moment, en tout cas c'est ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui. Fleurs et fruits est un de ces projets intermédiaires que Matisse va créer et qui finalement ne sera pas retenu par les époux Brody.
Donc à l'issue de cette commande, en fait, la gouache découpée va rester dans l'atelier, et c'est seulement donc par la suite, à l'occasion de la donation par les héritiers Matisse à la ville de Nice, qu'elle va rentrer dans les collections du musée Matisse. Fleurs et fruits fait partie des premières donations qui sont faites par Henri Matisse lui-même et ses héritiers à la ville de Nice en 53, 60 et 63. Et donc elle va être dès les origines du musée une pièce majeure de la collection et une pièce maîtresse par ses dimensions. Et donc dès l'ouverture du musée en 1963, les architectes ainsi que la famille de l'artiste réfléchissent au placement de l'œuvre dans le musée. Très très vite, l'œuvre va se retrouver au milieu d'autres œuvres. Le public, les visiteurs disposent d'un faible recul dans cette salle pour apprécier le caractère monumental de l'œuvre. Et donc quelques années après son installation, sont esquissées déjà les premières réflexions pour déménager l'œuvre dans le musée et pour la présenter d'une façon plus convenable. C'est la raison pour laquelle entre 87 et 93, quand Jean-François Gaudin, l'architecte qui a en charge la revalorisation des espaces de la Villa des Arènes, ainsi que la construction d'une aile contemporaine souterraine pour le musée Matisse, et réfléchit à la nouvelle présentation de Fleurs et Fruits dans le nouveau hall d'accueil du musée. Il pense l'installation de Fleurs et Fruits dans un hall de plusieurs centaines de mètres carrés qui va permettre du coup de retrouver pour le visiteur un vaste espace d'appréciation de l'œuvre qui à la fois l'accueille lors de son arrivée au musée et ferme la visite lorsqu'il termine son passage au musée Matisse. Nous disposons au musée d'un document extraordinaire qui est un film qui a été réalisé par Frédéric Rossif en 1952. On voit Matisse qui est en train de découper dans une feuille qui est non pas rigide mais molle. Donc c'est une forme. Donc au départ, il a ses grands ciseaux et il entaille la couleur donc directement. C'est comme s'il sculptait dans la couleur d'une certaine manière. Il sculpte et il dessine en même temps parce qu'il faut voir que cette forme elle est molle et elle est multidirectionnelle. Donc ça implique d'abord une très grande dextérité de la part de Matisse qui a ses grands ciseaux de tailleur dans les mains. Et en même temps, voilà, une très grande liberté de cette forme dans la manière dont elle se déploie dans l'espace. Une feuille, selon que vous la mettez en haut, en bas ou de côté sur un fond blanc, elle prend un tout autre sens. Donc il y a des multiplicités de lecture de ces formes. Quand il a sa feuille de couleur, il ne va pas dessiner d'abord au crayon, puis découper. Il découpe directement. Donc ça veut dire que c'est une sorte d'exercice, comme il le dit d'ailleurs, un exercice d'équilibriste, et il aime bien se comparer à l'équilibriste. Donc il y va, et tout ça est fait dans un souffle, donc c'est un rapport aussi bien sûr à l'art oriental, c'est fait dans un souffle et un geste. Si je prends l'exemple de la grande gouache découpée Fleurs et Fruits, donc il va d'abord commencer à découper multitude de formes de différentes couleurs pour sa composition. Et puis ensuite, directement sur le mur de l'atelier, il va les placer, les positionner et les épingler. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que la composition est décidée, arrêtée, eh bien, ces éléments, qui étaient des formes libres, vont être fixés. L'œuvre est envoyée, expédiée chez Lefebvre-Foinet, avec lequel Matisse travaille, et à ce moment-là, les formes sont, on dit, marouflées sur toile, c'est-à-dire que le papier est en réalité collé sur une toile, ce qui permet de les fixer. Dans le cas de Fleurs et Fruits, la grande composition Fleurs et Fruits est composée de 5 panneaux différents, qui sont donc des panneaux qui ont été marouflés.
D'après les photos dont nous disposons du patio des Brody à Los Angeles, il y avait donc un arbre, imaginez donc un arbre au milieu du patio, et aussi une porte qui devait accéder au patio. Donc Matisse va réellement dans son projet essayer de s'adapter à la configuration des lieux. Ce qui explique sans doute pourquoi il y a dans la composition cette grande bande verticale bleue qui est différente du reste de la composition et qui probablement correspondait à la porte qui se trouvait dans le patio. Nous allons poursuivre après cette présentation exhaustive, je crois, de la Grande Gouache et du chantier que nous avons mené. Bon, le film, évidemment, ne rend pas compte de la coopération que nous avons eue. Je pense que c'est le moment peut-être de l'évoquer, aussi des enjeux qu'on a eus, comme l'installation de ces grands verres qui ont été, qui dans le cadre de cet espace d'accueil et de l'architecture particulière du musée en sous-sol était un véritable enjeu. Voilà, donc je voudrais passer d'abord la parole à Sophie Audic. Merci. Bonjour, merci de votre présence. Donc, pour resituer un peu cette collaboration, je vais d'abord rapidement vous expliquer les différents types de collaboration qu'on peut avoir chez Mévart, parce que très souvent, les projets sont en effet des collaborations en propre. Donc, on a tout d'abord un premier type qu'on pourrait appeler les projets signatures, qui sont vraiment des projets dans lesquels on répond et on travaille en relation avec les plus grands architectes et scénographes au monde. On est sur des projets qui ont une très forte exigence en termes de design. Là, par exemple, le Louvre d'Abu Dhabi qu'on a réalisé avec les ateliers Jean Nouvel et Renaud Pierrard, et puis le musée de Cluny que l'on vient de finir, qui a été tout juste inauguré avec Adrien Gardère. Donc là, ce sont vraiment des projets en fait où on pousse les limites en termes de technicité des vitrines et aussi d'utilisation des matériaux, parce que souvent on est amené à utiliser des matériaux tout à fait exclusifs pour justement réaliser la vision des architectes. On va aussi au-delà avec, par exemple, aussi la réalisation des socles et des vitraux. Donc, chaque projet nous amène vraiment à exploiter différents savoir-faire de nos ateliers. On a également fini l'an dernier le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay, où on s'inscrit là aussi dans un château, donc à chaque fois dans des lieux aussi assez exceptionnels. Voilà, d'autres visuels. Donc ça, c'est un premier type de collaboration qu'on a. Un autre type que l'on peut citer, ce sont ce qu'on appelle les smart solutions, c'est-à-dire des ensembles de solutions plus simples qui s'inscrivent dans des projets qui sont sur des temps plus réduits, qui s'ouvrent aussi à des musées de plus petite taille, parce qu'on a à cœur aussi de répondre aussi de couvrir en fait tout l'écosystème qui est très riche aussi en France de tous ces musées-là, avec des solutions standards ou des solutions aussi modulables
que l'on peut quand même à chaque fois personnaliser justement pour respecter l'harmonie du lieu et l'intention des architectes et scénographes. Et puis enfin, et ça c'est tout à fait le type de collaboration dans lequel on s'est inscrit, celle de Fleurs et Fruits, ce sont des collaborations exclusives où on va vraiment être autour d'une œuvre pour un lieu dédié et pour une œuvre dédiée, et où là on va prendre en compte vraiment les spécificités de l'œuvre. Par exemple, l'agneau mystique à Gand, pour lesquels on est intervenu très en amont avec les restaurateurs, avec les architectes du bâtiment, pour élaborer l'ensemble du cahier des charges de la vitrine. On peut également citer Anne Frank, où là aussi on était sur une œuvre papier tout à fait exceptionnelle, avec une fragilité forte, qui était aussi dans un bâtiment avec des contraintes de vibration, d'humidité. Donc toutes ces collaborations-là nous permettent justement d'avoir une expertise sur la prise en compte et le dialogue, qui est finalement très important pour justement bien définir les besoins de chacune de ces vitrines. Et puis, on a aussi parfois des solutions de rupture qui émergent de ces réflexions-là, comme on l'a fait pour la ronde de nuit, où lorsqu'il a fallu restaurer l'œuvre, on a conçu un écrin autour de l'œuvre de manière à ce que la restauration puisse avoir lieu dans le musée et que le public puisse assister aussi à la restauration de l'œuvre pour qu'il n'en soit pas privé en fait pendant toute la durée de la restauration. Et ça permet aussi de tisser des liens différents entre un public et son musée, comme l'a dit Claudine en fait pendant la restauration aussi de Fleurs et Fruits. Ça permet de faire venir le public et de dialoguer différemment avec lui et d'avoir un aspect aussi pédagogique qui est aussi très important dans la vie, en fait, dans la manière de communiquer la vie de l'œuvre. Voilà, donc pour le musée Matisse et cette vitrine justement assez exceptionnelle, on est intervenu justement très en amont pour prendre vraiment en compte le caractère intrinsèque de l'œuvre, cette œuvre qui est donc constituée de 5 panneaux avec une taille tout à fait monumentale. Et donc la première partie de la réflexion, ça a été de réfléchir justement sur les portes, le système d'ouverture de la vitrine, l'intégration de ces panneaux et le système d'accrochage tout à fait exclusif qui a été conçu à la fois pour garantir la rigidité des panneaux pour pas qu'ils se déforment pendant le temps, et puis que les panneaux soient très légèrement surélevés du sol pour éviter un éventuel contact avec l'humidité, même si évidemment la vitrine quand même prévient totalement la régulation d'humidité. Donc on voit bien vraiment le côté monumental de cette vitrine. Ici une photo de sa mise en place dans l'atelier avec ces très grands verres justement qui devait être manipulé avec une exigence également de verre anti-reflet pour permettre une bonne visibilité de l'œuvre. Voilà, la problématique, ça a été également, comme le disait Claudine, d'introduire ces portes de très grand poids et de très grande taille. Certaines portes vont quasiment jusqu'à 600 kg à l'intérieur du musée. Donc pour ça, en fait, on a créé sur mesure des grues à verre et des cadres de manière à acheminer les portes à l'intérieur du bâtiment. Et puis aussi, cette question de verre anti-reflet était très importante et on devait dans le même temps maîtriser le poids des portes, et donc on a travaillé également sur l'épaisseur du verre pour trouver le meilleur compromis entre la qualité de verre et la taille des portes.
Voilà. Et puis, ce qui est aussi très émouvant, et ça sort aussi très bien dans le film, c'est dans ces collaborations, c'est tout le temps passé, les discussions avec les restaurateurs, avec la direction du musée, de s'assurer que tous les critères soient bien pris en compte, que tous les utilisateurs soient écoutés de manière à définir justement la meilleure solution qui est mise en place. Et c'est vrai que c'est ce qui fait vraiment la richesse de ces collaborations-là et ce qui nous permet de pousser vraiment les projets et les possibilités avec le plus de justesse possible. L'idée, c'est pas forcément de faire des vitrines très le plus technique possible, le plus spectaculaire possible. Dans ce cadre de collaboration, en fait, on est vraiment au service de l'œuvre et au service du bâtiment pour réfléchir ensemble à la meilleure solution et à sa mise en œuvre. Voilà, donc c'est vraiment tout le soin aussi apporté à tout ce processus. Les panneaux aussi qui ont été placés au plus près du verre, au plus près des portes pour garantir une bonne visibilité, limiter les reflets et puis restituer les couleurs et le caractère grandiose de l'œuvre au plus proche. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche collaborative, de nombreux échanges, et notamment avec Albéric qui a suivi l'ensemble du projet. Albéric, si tu veux rajouter quelques mots. Bonjour, mon nom est Albéric Morels. En effet, on a eu des grandes challenges au niveau du poids et des tailles des verres. Ça a été... au niveau opérationnel, en tout cas, quelques nuits blanches, pour être honnête. Mais tout ça s'est très bien déroulé. On a pu travailler avec une équipe très professionnelle. Surtout la collaboration s'est très bien déroulée. On a bien préparé tout en amont. Donc, chaque étape a été bien préparée. Et on a abouti au projet d'une manière assez à bonne foi, on pense. Donc, merci. Okay. Je voulais juste ajouter justement sur la préparation et justement l'importance en amont de l'échange. On a progressé, c'est-à-dire qu'on a, au fur et à mesure du projet, on a compris un certain nombre d'enjeux, et en particulier l'enjeu de l'accrochage, par exemple, avec la restauratrice et Franck Chaplin qui était là, qu'on a entendu dans le film, qui lui vraiment a traité la partie revers des œuvres, protection des dos, et aussi comment les accrocher. Et comment les accrocher, ça a été une chose importante. Il y avait la question aussi du lutrin en partie supérieure de la vitrine, qui est venu dans un temps 2. Au départ, ce n'était pas prévu, et qui nous a permis comme ça d'homogénéiser par rapport à l'architecture l'accueil et le plateau supérieur, et en plus de pouvoir nous placer dans ce lutrin notre collection d'éléments de gouache découpée. Nous avons dans la collection 400 éléments de gouache découpée. Ça nous permet de faire des rotations dans une vitrine qui est très pratique d'utilisation. Voilà. Donc là, voilà. Et qui est rétro-éclairé. Donc pour nous, c'est vraiment un matériel dont on ne disposait absolument pas au musée, qui nous a permis vraiment d'avancer. Puis, d'un point de vue purement esthétique, voilà, c'est aussi très avantageux dans cet espace. Et c'est vrai que pour nous aussi, finalement, c'est le grand plaisir de ces projets, c'est qu'au fur et à mesure des discussions, voilà, c'est ça, c'est que finalement, ensemble, on est plus fort, et donc on est amené à dépasser le cadre initial du cahier des charges et puis à imaginer des solutions. La vitrine lutrin, par exemple, on l'a imaginée au cours d'une prise de mesure où on était vraiment dans le bâtiment, on était là depuis pas mal de temps, on réfléchissait et on se disait, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver la jonction entre la balustrade, entre la mezzanine, et puis finalement, on a décidé d'agrémenter le haut de la vitrine de cette série de 3 vitrines-là, qui en plus ouvrent en effet de nouvelles possibilités de muséographie et de récits
pour les visiteurs. Voilà, donc en termes de mise en valeur de l'œuvre, il y a eu la vitrine, mais aussi tout l'aspect de la lumière. Et pour parler de cet aspect-là, je vais passer la parole à Anne Allard de la société ERCO. Merci Sophie, merci Claudine, bonjour à tous. Donc, nous sommes ERCO et ravis d'avoir participé à ce magnifique projet. Nous sommes partenaires du musée Matisse depuis 2017, d'une manière on va dire plus classique, avec un scénographe, la société Céno. Et ici, effectivement, ce qui était très nouveau pour nous, c'était ce travail collaboratif en amont, de pouvoir participer vraiment aux échanges premiers sur une mise en lumière qui avait trois enjeux qui ont été identifiés. Donc évidemment, repenser l'éclairage général de l'œuvre, de l'entrée, qui était... pardon, je vais mettre mes petites... Ça, c'est l'ancienne configuration. Donc, le hall d'entrée, qui est aussi le hall de sortie, la billetterie, qui était très mal éclairé, pas du tout, donc avec des hublots fluorescents, donc une qualité de lumière pas terrible du tout. Donc, évidemment, c'était d'abord de repenser l'ensemble de l'éclairage de ce hall d'accueil avec la mise en place de fleurs et fruits. Ensuite, c'était l'éclairage spécifique de cette œuvre par rapport à tout ce travail de restauration qui a été mené. Et enfin, c'était se servir de cet éclairage, de cette restauration et de cette nouvelle présence forte de l'œuvre dans le hall d'entrée pour proposer une nouvelle expérience muséale aux visiteurs. Donc on a réfléchi à tout ça, donc avec Claudine, avec Aymeric, on a eu beaucoup de discussions avec les scénographes, avec Meivert sur la partie technique, et du coup, donc on a élaboré des solutions. Donc la première chose, évidemment, sur l'éclairage du hall d'entrée, on est parti sur une solution flexible de rail, éclairage à LED sur base d'un projecteur qui est la gamme Eclipse. Nous sommes sur du 36 watts avec différentes optiques. De la LED, bien évidemment, avec des très bons rendus de couleurs. Parce que là, on est quand même sur une œuvre qui est très colorée et qui mérite ce traitement. La hauteur, on est sur un hall d'entrée qui est très haut. Et évidemment, la gestion de la lumière, la gradation était également très importante. Donc, comme il n'y avait pas possibilité de refaire le câblage dans cette partie du musée et de repartir sur un système DALI, par exemple, on a un petit peu innové donc, en utilisant un système de gradation Kazambi Bluetooth. Donc, tous les luminaires sont équipés d'une gestion Bluetooth et radiocommandée qui nous permet de gérer à distance d'en bas l'ensemble de l'éclairage. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie installation du hall d'entrée. Donc on a pu rééclairer des œuvres, on a pu remettre en avant la billetterie. Et par rapport à ça, donc on a travaillé sur l'éclairage spécifique de l'œuvre. Donc il y a 8 projecteurs qui ont été dédiés à l'éclairage de l'œuvre. Et là, la discussion, en fait, tout le cheminement qui s'est fait, c'est d'abord sur la notion de la couleur vibre. Et la lumière accentue cette vibration. Donc ça, c'était quand même une première réflexion qui était à mener. Donc sur les appareils d'éclairage Eclipse que nous avons utilisés en LED 3000 IRC 97, 8 appareils viennent éclairer spécifiquement l'œuvre. Et là, nous avons opté pour un système de changement de température de couleur intégré. On appelle ça le tunable white, qui nous permet de pouvoir choisir entre différentes teintes de couleurs, donc de 2500 Kelvin à 7000 Kelvin. 2500, donc on est dans des températures très très chaudes, 7000 assez glaciales, toujours avec un très très bon rendu de couleur, parce qu'on ne fait pas de la couleur, enfin, voilà. on est dans le rendu de couleur, c'est primordial. Donc, et tout ça, évidemment avec un sujet qui a été évoqué dans le film, c'est la préservation de l'œuvre, puisque dans ce hall d'entrée, on a un apport de lumière naturelle déjà qui est toujours assez important, et qui était, parce que j'ai appris qu'on avait obturé, enfin pas totalement obturé, mais qu'il y avait donc un filtre qui avait été rajouté sur les vitres. Bon, donc cette œuvre a quand même été exposée beaucoup à la lumière naturelle, donc qui a des effets néfastes, on va dire, sur les œuvres à long terme, sur les œuvres fragiles. Donc ça, c'était un point vraiment très très important de pouvoir graduer, apporter le nombre de lux nécessaire, pouvoir vérifier ça et peut-être demain pouvoir faire varier en fonction de l'apport de lumière naturelle. Donc voilà l'importance de la qualité naturelle et de pouvoir scénariser, donc pour arriver à répondre à cette notion d'expérience muséale. Ah, c'est un petit peu décalé. Bon, ça c'était pour montrer donc un exemple évidemment d'impact de la lumière artificielle et naturelle dans le temps sur des œuvres.
Voilà. Et pour expliquer déjà, d'une manière générale, dans les musées, bon, aujourd'hui, beaucoup de musées, évidemment, passent à la LED, donc c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, quand on regarde les longueurs d'onde des différentes lumières qui étaient utilisées avant et qui sont utilisées aujourd'hui, sachant que tout ce qui est ultraviolet, en dessous de 400 nanomètres, ce sont les lumières qui dégradent les peintures, les œuvres fragiles. La lumière du jour, évidemment, est très nocive. Tout ce qui était fluorescent, ça pouvait avoir des impacts assez importants parce qu'on pouvait avoir des pics selon les types de sources utilisées. L'halogène émettait beaucoup d'UV aussi, hein, donc on avait souvent des filtres qui étaient utilisés. Aujourd'hui, la LED, d'une manière générale, est beaucoup moins émettrice d'UV, et la LED, le choix de la LED ERCO est aussi, vraiment travaille dans ce sens pour toujours améliorer notre présence la plus minime dans cette partie d'UV. Scénariser donc Casambi, l'utilisation d'un système de gestion, donc dans le but de préserver. Très important parce qu'en fait, sur les œuvres fragiles, on nous donne par habitude, enfin ce qui est conventionné, on va dire, c'est 50 lux pour 200 heures, pas pourquoi on est 300 heures, 200 heures d'utilisation par an. En fait, c'est l'exposition, le temps d'exposition, le nombre de lux d'exposition par temps d'exposition qui est important. Et là, des solutions en fait, de gestion d'éclairage nous permettent en fait, de repenser cette notion-là, parce qu'on n'est pas obligé de se limiter à 50 lux pour 200 heures d'exposition éclairée de manière permanente. On peut très bien imaginer éclairer à 200 lux, mais éclairer moins. Ou alors éclairer à 200 lux avec un système de gestion qui va nous permettre de temporiser, de bien maîtriser notre temps d'exposition. Donc tout ça dans un souci d'améliorer l'expérience muséale, de voir l'œuvre comme elle doit être vue, une œuvre comme Fleurs et Fruits, donc elle mérite, avec tout le travail qui a été fait, de la voir de manière la plus belle possible et que le visiteur vraiment en retire le maximum. Donc du coup, en fait, ce qui a été mis en place, avec le choix du tunable, c'est-à-dire la possibilité de varier la lumière, avec le choix, la possibilité de la gestion Casambi qui nous a permis de mettre en place différents scénarios, donc en collaboration avec le musée, c'était de retraduire l'histoire. Donc ça a été très intéressant, c'est-à-dire qu'on a cette histoire de patio, de gouache découpée qui allait servir de prémisse à une mosaïque donc dans un patio californien, donc en extérieur, pour le couple Madame et Monsieur Brody. Donc une œuvre qui allait être exposée finalement à la lumière changeante du jour, qui allait pouvoir avoir une grosse intensité de lumière à midi, peut-être des sunsets, en fait une lumière qui allait bouger. Donc là, la couleur vibre, mais la lumière aussi fait vibrer la couleur. Donc c'était vraiment l'idée de retraduire par un scénario lumière cette notion de vibration qui a été évoquée. Donc dans un souci de conservation des œuvres, on a mis en place un scénario qui se lance toutes les 15 minutes, lorsqu'on est ouvert au public, bien évidemment, lorsque le musée n'est pas ouvert, lorsqu'on est en jour férié, l'œuvre n'est jamais éclairée. Le scénario va se lancer toutes les 15 minutes et pendant 1 minute 30, on va avoir une variation qui va nous permettre de passer de températures plus froides, plus neutres, on va dire. On n'est pas passé dans les extrêmes, on est resté quand même dans quelque chose de moyen en termes de variation. Et puis passer par des températures plus chaudes et avoir une accentuation sur un groupe de fruits, avoir une accentuation sur un groupe de fleurs, redescendre en température. Et ça, en fait, on s'est rendu compte aussi, bon, on s'attendait à ça, on espérait ça, mais on s'est rendu compte que du coup, les visiteurs qui passaient finalement devant cette œuvre, pourtant qui est magistrale, mais sans la voir, comme un lieu d'accueil, oui, qui ne s'arrêtait peut-être pas, pendant un moment, du coup, sont attirés, regardent aussi toute cette animation, le beau travail qui a été fait. Et c'est très intéressant de voir comme l'œuvre, en fait, la couleur prend la lumière. Et donc ça rejoint ce qui a été dit dans le film et ce qu'a expliqué Claudine. Sur les températures plus froides, on va avoir ce côté plus architecturé de l'œuvre qui va ressortir, donc qui nous rappelle effectivement le patio, l'architecture, la porte, peut-être les colonnes. Et lorsque les températures chaudes arrivent, on voit vraiment ce fouillis de fleurs, toute cette floraison qui ressort. Et donc, il y a vraiment une expérience, quelque chose qui se passe. On valorise encore plus le travail de couleur d'Henri Matisse. Je pense que c'est une réussite à tous les niveaux. L'autre collaboration qui a été nécessaire, donc ça, c'était tout le travail de lumière, de scénario, de conservation. Évidemment, pour arriver à ça, nous aussi, ça c'était nouveau de travailler avec Maillevert en amont, pour connaître l'architecture de cette vitrine, son emplacement dans ce hall d'accueil,
puisque la vitrine a été avancée. L'œuvre est très proche du verre, ce qui n'était pas le cas avant. On avait beaucoup de recul, donc il y avait des gros problèmes d'ombre portée. Elle n'était pas éclairée entièrement. Enfin, bon, donc, elle méritait quand même une grande réflexion. Donc, le fait de connaître l'architecture en amont nous a permis de positionner correctement les rails pour avoir un éclairage uniforme, pour éviter toute ombre portée. Et l'autre point très important, c'est qu'on a récupéré les données du verre de Mevert sur la réflexion de la lumière, sachant que c'est un verre très spécifique avec une certaine épaisseur qui laisse entrer la lumière dans un certain angle pour éviter tous les reflets. Donc ça nous a permis aussi, nous, de nous positionner au mieux pour éviter tous les reflets. Donc aujourd'hui, voilà, ça nous a permis quand même de faire un projet qui est très réussi, très abouti et dont on est très fiers d'avoir collaboré et qui laisse aussi la place à beaucoup d'autres possibles, hein, puisque il y a je crois qu'il y a d'autres sujets qui sont en cours pour animer, pour encore augmenter cette expérience muséale. Et puis le fait de gérer en Casambie, on peut revenir sur cette gestion d'éclairage et demain reparamétrer le système de gestion pour proposer à des publics, enfants, malvoyants, ça peut être des publics très spécifiques, une expérience vraiment particulière, spécifique. Donc, très belle expérience. Merci. Pardonnez-moi, je rajoute une petite précision que le temps est écoulé de la présentation. Il va falloir passer aux questions. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Magnifique. Une question en plus. Oui, j'ai une question sur la faisabilité, sur le système d'accroche. Vous avez dit que vous avez eu pas mal de difficultés à concevoir ce système d'accroche. Quelles ont été les études ou les tests que vous avez menés pour concevoir ce système? D'abord, parce que en fait, les panneaux doivent être accrochés à une certaine hauteur. Donc, on a ce système de parapluie, hein, derrière les verres, hein, qui se déploie. Et donc, il fallait bien, si vous voulez, pour pouvoir les accrocher et les décrocher d'ailleurs, inversement, sans trop de difficultés, compte tenu de la hauteur, hein, il fallait vraiment que le système soit bien prévu. Mais je laisse la parole à En effet, Albéric. On a dû tenir compte de la matière de l'œuvre. Ce sont des châssis en bois, donc qui dans le temps peuvent bouger, il y aura une flexibilité. Derrière les œuvres, on a ajouté un panneau très rigide en polycarbonate, je pense, qui rigidifie l'œuvre. Et ensuite, on a dû imaginer un système d'accrochage qui tient en compte les variations dans le temps de dimensions et qui, pour nous, ce qui était important, c'est que l'œuvre soit en suspens et donc la partie basse de l'œuvre ne reçoit pas tout le poids. Oui, donc on avait placé un rail. Hein. Il y a aussi en partie basse, il y a un rail de guidage. Oui. Et il y avait aussi l'enjeu que, comme on a 5 panneaux, qui soient joints. Donc il y en avait la question d'une quelque chose qui soit souple, sans trop rigidité, qui puisse donc évidemment s'adapter aux éventuelles déformations, et aussi quand même qu'ils soient bien joints les uns aux autres. Oui. Et puis qu'ils soient sur le même plan. Sur le même plan aussi. Donc c'était vraiment un réglage fin. Quasiment affranchi du support du mur. Complètement. Vous avez fait quelque chose presque d'autoportant. Oui, tout complètement. À fait. Oui. C'était la nécessité de pouvoir accéder à l'arrière de l'œuvre était important. Et tout ça s'est fait en fait durant des workshops qu'on a organisés au musée avec les intervenants spécialisés. Et ensemble, on a développé quelque chose qui était durable. Et puis justement, il y a une porte sur le côté de la vitrine pour permettre un accès facile au conservateur à l'arrière de l'œuvre. L'œuvre étant très proche du verre, et cet accès-là. C'est important parce qu'il y a toujours ce problème de la qualité du mur. Oui, alors la vitrine initiale, hein, c'était tout simplement c'était
une sorte d'échafaudage métallique fixé au mur et les gouaches fixées sur l'échafaudage métallique. Donc ça voulait dire qu'en cas d'incendie, par exemple, on ne pouvait pas sortir. De toute façon, rien, on ne pouvait même pas accéder derrière. Donc ça, c'était réellement problématique. Je suis vraiment désolée de devoir vous interrompre malheureusement parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le timing, mais merci mille fois pour votre intervention. Merci.